On aime se mettre dans la merde. On aime ces situations qui nous challengent. Moi personnellement, de tous les entrepreneurs que j'ai reçus sur mon podcast ou que j'ai côtoyé à un moment donné, il n'y en a aucun qui n'a pas pratiqué ou ne pratique pas de sport. Il vaut mieux avoir une boîte qui fait que 1 million d'euros de chiffre d'affaires mais qui crache 300 000 de résultats et que tu fais ça avec 5 ou 6 personnes. On a peut-être eu moins que d'autres à certains moments, mais on a eu bien assez et parfois trop. Mais une chose qu'on a eu en abondance, c'est une éducation, ils nous ont inculqué des vraies valeurs. Et j'ai une référence récente, c'est Bernard Arnault. Monsieur Arnault disait très récemment, seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 29e épisode dans un lieu un peu original, encore une fois dans un nouveau lieu pour cet nouvel épisode de podcast. Je me retrouve avec Clément. Salut Clément, comment tu vas ? Salut Valentin, ça va très bien, merci. Et toi ? Très très bien aussi. Je suis ravi que tu puisses me recevoir dans tes locaux. Clément, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques lignes pour dire qui tu es, ce que tu fais, quel âge tu as ? Bien sûr, moi donc Clément Pelletier, j'ai 33 ans, je suis entrepreneur depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai fondé, j'ai repris, j'ai développé, j'ai craché des projets, des sociétés. Et aujourd'hui, j'entreprends dans l'écosystème de la communication et de l'interconnexion entre les entreprises. Très intéressant. Clément, là, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on est du coup et où est-ce qu'on se situe aussi en France, parce que bien évidemment on est en France, Oui. Pour que tu me situes un peu tes locaux, etc. Alors pour l'instant, on est en France, effectivement, il n'y a pas d'ambition à l'international pour ce projet. On se situe à Beaune, du coup, au sud Côte d'Or, la capitale des vins et des doudous sans manches. On est là, du coup, pour produire des supports de communication au sein même de notre agence qui s'appelle Agence to Print, une manufacture de supports imprimés au service de l'image des entreprises. Hyper intéressant. On va rentrer un peu plus en détail juste après sur justement ton secteur d'activité et aussi la personne qui se cache derrière toi et puis un petit peu aussi en parlant de tes équipes. Pour commencer, j'aime bien toujours poser des questions un petit peu originales et qui permettent de briser un petit peu la glace, si j'ai envie de dire. C'est toi, quel est le domaine ou la compétence où tu penses être meilleur que 99% des gens autour de toi ? Le truc où tu te dis là, moi j'ai une vraie valeur ajoutée. Au-delà de dire je suis un peu meilleur, etc. Mais vraiment, une chose sur laquelle, ça peut être quelque chose sur la psychologie, ça peut être sur un tas de choses, professionnelles, personnelles. C'est quoi vraiment pour toi le truc où quand les gens parlent de toi quand tu n'es pas là, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils disent ah ouais, là Clément, pour le coup, c'est ça. Le cercle premier, j'allais dire la résilience. J'ai fait preuve de beaucoup de résilience au sein de mon parcours entrepreneurial. Salarié aussi, puisque j'ai eu la chance et l'expérience de pouvoir cumuler les deux. Et je dois dire que j'ai pris beaucoup de claques. Je suis un entrepreneur autodidacte. Donc forcément, ça développe une certaine force de caractère. Notre avenir n'est qu'entre nos mains. Donc ça développe ce côté-là. Le sport aussi, qui m'a beaucoup appris sur le dépassement de soi, tomber, se relever au sens propre et figuré du terme, puisque je viens du monde du vélo. Donc une vraie force mentale, une vraie résilience. Ça, c'est une évidence. C'est comme ça, je pense que mes proches parlent de moi. Et puis, si je peux me permettre peut-être d'en donner une deuxième, j'aurais dit la capacité d'adaptation. Certains amis, clients, fournisseurs ou connaissances me qualifieraient comme caméléon, dans le sens où j'ai entrepris dans différents domaines d'activité, sur de la production, sur de la vente de savoir, dans des domaines complètement différents, l'industrie, le textile, le sport, voilà. Donc peut-être ces deux qualités qui me permettraient aujourd'hui de me démarquer si je devais en donner deux. Et tu as un exemple justement pour illustrer ces deux qualités là que tu as citées et ces deux points, un pour la partie résilience et un pour la partie capacité d'adaptation, justement un peu ce côté caméléon. J'en ai plein. Ouais. Les deux plus marquants, si tu en as, ou les plus récents, ou les plus marquants qui ont vraiment, où tu t'es dit ah ouais là c'était chaud ou ça aurait pu être pire. Alors si on veut parler du premier, la résilience, j'en ai deux qui me viennent en tête en priorité.
Le premier point, c'est la liquidation de ma première société. Donc là, j'ai 19 ans, je me retrouve entrepreneur parce que animé par ça, animé par la soif de créer, de développer, d'apporter de la valeur. Et en C'était quoi comme, réalité, comme boîte? c'est un magasin de course à pied D'accord, qui s'appelait A2 Running et c'était en 2012. d'accord. Donc je sortais des bancs du lycée et je crée ma première société sous forme de SARL à ce moment-là. J'avais préalablement des auto-entreprises où je faisais de la prestation de services déjà dans les magasins de sport. Et puis je passe le cap après le bac, je crée ma SARL. Donc là, c'est l'inconnu. Se passe 2 ans d'activité et après 2 ans, insuffisance d'actifs. Donc plus de cash sur les comptes, la pression des marques, Salomon, Adidas, ASICS pour ne pas les citer, et des implantations minimum, des produits à rentrer en stock, etc. Et là, clairement, je suis étouffé par les charges. Je fais aussi des mauvais choix d'un entrepreneur qui débute, qui n'a pas les moyens de s'offrir du conseil. Voilà. Et du coup, après 2 années, je décide par moi-même de stopper l'activité en liquidation simplifiée. D'accord. Et donc là, je te laisse imaginer ce que peut représenter à 21 ans, passer devant un juge au tribunal de commerce, avec la nécessité de prouver et de justifier que tu n'es pas responsable de la liquidation de ta société pour ne pas retrouver pénalement responsable, Ouais, et puis en avec des interdiction, dettes ouais, à des dettes couvrir. ou de l'interdiction de gérer ou des choses comme ça. Absolument. Donc, épreuve difficile psychologiquement, c'est une grosse claque, une fierté aussi qui prend un coup. Mm, mm. À 21 ans, Et puis de dire à tout le monde que bah ça, ton magasin de course à pied, t'en es où, tes proches, les moins proches, ça, etc. Et tu dis bah ça, ça marche plus. l'image. Et soit dit en passant, à 21 ans, on n'échoue pas comme on échouerait à 30 ou 33. La prise de recul n'est pas la même. L'ego n'est pas le même non plus. Et surtout, je n'avais que ça pour exister, entre guillemets, à ce moment-là, aux yeux du grand public. Et tout ça s'envole. Voilà. Et à ce moment-là, pour revenir sur le sujet de la résilience, il a fallu rebondir. Et ça n'a pas été facile. Et il a fallu rebondir en tant que salarié. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain dégoût qui s'installe de l'entrepreneuriat. Il y a le sentiment de l'imposteur qui est dupliqué, décuplé, où tu penses ne pas avoir ta place dans ce monde-là. Et c'est pour cette raison même que tu as échoué, que finalement la méritocratie, c'est faux. T'en veux un peu à T'en la veux un peu à la terre entière, à la ouais. terre entière. Ouais. Et surtout, encore 1, 2 ans après, les courriers RSI à l'époque, le régime social des indépendants, qui est aujourd'hui remplacé par l'URSSAF, ils continuent de t'abreuver de courriers et d'appels de cotisation, alors même que la société n'existe plus. Tout ça s'empile et te dégoûte littéralement l'entrepreneuriat. Donc là, j'ai rebondi en tant que salarié commercial B2B dans l'entreprise la plus classique possible, inimaginable. C'était quoi comme entreprise? C'était une entreprise qui vendait de la quincaillerie et de l'électroportatif aux professionnels. Ok. Une clientèle B2B exclusivement, de l'artisan au plus grand service technique d'établissement ou d'industrie. D'accord. Et j'ai envie de dire que c'était un petit peu une manière de rebondir tout en restant dans le commerce, mais en ayant la valeur sûre du salaire qui tombe à la fin du mois, et puis d'aller réapprendre à nouveau. Et en fait, quelques mois après cette expérience-là, ça y est, l'envie de réentreprendre est revenue. Et je n'ai pas pu m'empêcher que de recréer une auto-entreprise derrière et de refaire à nouveau de la prestation auprès de magasins de sport, donc comme je le faisais avant ma société. Quand tu faisais de la prestation, c'était quoi en fait? Tu vendais tes services en tant que vendeur ou en tant Les que… deux, j'allais dans les magasins de vélo, de course à pied, et je faisais de la prestation de mécanique cycle, D'accord. de la prestation de vente, voire même je me suis vu remplacer le gérant D'accord. de magasin pendant ses congés, Ouais, donc tu la facturais tes gestion de la services en caisse, fait tout etc. simplement À l'heure. à l'heure. Ouais. Voilà, Ok. absolument. Et donc, j'ai recommencé, quoi. C'est qu'à un moment donné, j'ai pas pu m'empêcher de réentreprendre. La douleur était passée. On dit toujours que le cerveau oublie la douleur. Je pense que c'est vrai.
Et donc, je suis reparti dans l'épreuve entrepreneuriale. Alors, après différents projets entre-temps en tant que salarié, etc. Mais en 2019, je me retrouve à recréer une boîte. Et là, j'ai pris des vagues d'émotions improbables entre 2019 et aujourd'hui où on se parle. J'ai eu énormément de mouvements dans mes actions entrepreneuriales, dans mes affaires, liés au Covid, liés à des changements de positionnement, liés à des acquisitions, des croissances externes, qui ont fait que j'ai dû faire preuve d'énormément de résilience. Voilà. Euh, le deuxième exemple, on a parlé sur la résilience du rebond lié à une liquidation. Le deuxième, c'est qu'en 2023, et peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais en août 2023, je me porte acquéreur en croissance externe de la société Agence 2Print, où on est aujourd'hui. Et cette société, initialement, je devais la racheter avec un investisseur qui apportait du compte courant d'associé, de manière à avoir une tranquillité d'esprit d'un point de vue trésorerie, d'un point de vue développement, sur les 3-4 prochaines années. Et c'est pas 4 jours, une semaine environ, avant la date de signature finale chez le notaire pour l'acquisition de la société, alors même qu'on avait signé le compromis de vente, Oui, voilà. Oui. les prêts bancaires, qu'on avait signé les cautionnements avec BPI, qu'on avait tout orchestré, tout ce que tu peux imaginer d'une acquisition d'entreprise. Je reçois un SMS de l'investisseur qui me dit je n'y vais plus. Et là, c'est un séquestre qui peut s'envoler, qui a été versé chez le notaire. C'est une caution de banque qui ne tient plus, tu te retrouves caution perso. Voire même la banque ne te suit plus parce que tu n'as plus la caution BPI. Il n'y a plus de... Bref. Et là, je suis dans le bateau en Corse à ce moment-là, en vacances, et je rentre et du coup, je refais un bilan prévisionnel, je refais un BP, un business plan. En étant tout seul, ouais, dans le bateau, en étant tout seul, avec ce cash en moins, avec du cash à amener à titre perso, etc. Et à ce moment-là, tout le monde me dit d'arrêter le projet. Tout le monde me dit, tu te rends compte Canton, tout seul. limite-toi à ce que tu as aujourd'hui, ta société de marquage de vêtements, ça tourne bien, il y a encore du potentiel, ça se développe bien, reste là-dessus, tant pis pour l'achat en croissance externe d'Agence 2Print. Et là, je lâche pas, quoi. J'ai pas lâché et en 48 heures, j'arrive à convaincre la banque de me suivre. Je la remercie encore aujourd'hui, ça tient à une personne, à la directrice d'agence, qui me fait confiance et qui me dit mais nous on suit pas en fait un investisseur dans le projet, on ne le connaît même pas, on suit un porteur de projet et on suit l'entrepreneur qui porte tout ça à bout de bras, qui est là depuis des années, qui développe, qui structure, c'est Clément. On ne suit pas un investisseur, donc on va t'accompagner. Mais par contre, effectivement, il faudra être caution personnelle. Et en réalité, 48 heures après ça, on signe tout, on y va, on prend rendez-vous chez le notaire. Et la directrice de banque me fait un mail en me disant « J'ai déchiré la caution, j'ai réussi pour toi à maintenir la caution BPI. » Voilà. Et non pas la caution personnelle. Exactement. Parce que la caution personnelle, c'est hypothèque, ça peut être toutes les saisies de tous les biens perso. Tu prends un gros risque quand même. À titre perso, ouais. Et voilà, je suis père de famille aujourd'hui, j'ai un enfant de 4 ans et demi, une compagne, une maison, des responsabilités professionnelles mais personnelles aussi. Personnelles. Ouais. Et à ce moment-là, évidemment, le choix simple, c'est de tout abandonner. Et Dieu sait si j'ai eu des opportunités d'abandonner, mais je n'ai jamais lâché. Je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. Voilà, donc pour en finir sur la résilience. Et puis la capacité d'adaptation, je pense que déjà ça prouve un petit peu qu'il a fallu s'adapter à des situations, des revirements de situation. Mais surtout que j'ai entrepris dans le sport avec mon magasin, puis j'ai été commercial dans le secteur du bâtiment, quincaillerie, outillage, électroportatif, absolument rien à voir. J'ai ensuite entrepris et été associé dans la vente d'alimentation américaine, produits importés des US, dans des épiceries américaines assez haut de gamme en France. Voilà, on a ouvert plusieurs établissements avec mes patrons de l'époque et je me suis retrouvé à un moment donné associé dans le projet. Donc, encore une fois, un domaine complètement différent. Après ça, je me suis retrouvé technico-commercial, la prédominance grand compte dans la protection auditive sur mesure. Donc là, on touche presque au domaine de la santé, de l'industrie, de la prévention aussi en entreprise. Donc un domaine là aussi tout à fait différent. Et enfin, je me retrouve en 2019 à créer la marque de textile Politesse,
La marque qui m'a clairement permis aujourd'hui d'être là où je suis, hein, parce que elle m'a permis, je ne sais pas si tu connais la marque, mais c'est vêtements made in France à Est-ce que tu partir de me... Oui. bouteilles recyclées, coton recyclé, et c'est Il y a eu fait un gros fabriqué carton dans pendant le Covid, ouais, Ouais, c'est ça. exactement. Donc un gros lancement qui m'a permis de me faire un nom, entre guillemets, de passer dans la presse, etc. un petit peu, et d'avancer après en ayant de la demande B2B sur du marquage vestimentaire pour les entreprises. Donc là encore, un nouveau métier. Et puis en 2023, l'acquisition d'Agence To Print, donc une agence entre guillemets, on va dire, de communication, bien qu'aujourd'hui elle ne commercialise plus véritablement site internet, etc., mais uniquement de la fabrication de supports de communication, où là encore on est complètement sur un autre métier. Et à chaque fois, je me suis adapté à l'environnement dans lequel j'étais, au métier dans lequel j'évoluais. J'ai même envie de dire, au-delà de m'adapter, je me suis approprié le métier en ayant toujours envie d'apporter plus à cette profession, d'apporter plus à ce marché, d'apporter plus à nos clients, d'avoir une approche stratégique et non pas une approche purement produit. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je résumerais la résilience et l'adaptation, l'adaptabilité comme mes deux qualités primaires. Principal. Voilà. Hyper intéressant. Euh, Est-ce que, donc, du coup, je t'ai expliqué un petit peu le concept. On a 6 sujets qui Oui. ont été préparés. Toi, tu en connais 3. Il y en a 3 autres que tu connais pas. L'idée, c'est qu'on alterne à chaque fois entre un sujet, toi, et puis moi ensuite dans la foulée, et qu'on traite un maximum de sujets liés à tout ça, qui bien évidemment traitent de ton parcours, d'un point de vue perso, d'un point de vue sportif, et également d'un point de vue professionnel et lié à ton secteur d'activité. Je te laisse l'honneur de commencer, choisir entre un chiffre entre 1 et 6. Le 5, c'est le jour de naissance de mon fils. Le 5, le jour de naissance de ton fils. Quelle a été, selon toi, la plus grosse qualité en dehors de ce que tu m'as cité, donc de la résilience et de la capacité d'adaptation, que tu as retrouvé dans chacun de tes différents parcours, où tu t'es dit à chaque fois j'ai pu me reposer sur, alors ça peut être une qualité ou ça peut être un élément sur lequel tu t'es toujours, t'as mis un focus particulier et qui t'a servi pour toutes tes différentes épreuves, que ce soit professionnelles, enfin liées à ton parcours professionnel, entrepreneurial, au-delà de la résilience et de la capacité d'adaptation. Ça peut être quelque chose d'assez technique, ça peut être quelque chose d'assez technique, ça peut être une approche, ça peut être une méthode de réflexion, ça peut être, tu m'as parlé déjà, tu as donné quelques indications, tu disais que tu avais beaucoup une approche stratégique, etc. Pour toi, c'est quoi l'élément clé en fait à chaque fois qui t'a permis de développer tes projets justement pro Et, étonnamment, la question n'est pas si compliquée que ça pour moi parce que j'ai pris beaucoup de recul ces dernières années pour essayer d'analyser ça justement, ce qui m'avait permis d'avancer. Et je dirais que c'est la faculté à lier deux choses très importantes, fondamentales pour moi dans le business, que sont les relations humaines, l'empathie, avec en parallèle à ça la culture du résultat. J'ai toujours fait en sorte que les objectifs, que ma soif de résultat, que ma soif de réussite, que ma soif de gagner de l'argent ne soient pas à contresens des valeurs humaines, des relations sincères qu'on peut avoir dans le business. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est un point où malheureusement, trop d'entrepreneurs, cadres, managers ont oublié. Et si on parle de mon projet de magasin de course à pied, on est dans la passion. On ne vend des produits qu'à des passionnés. Si on n'a pas une forme d'empathie, de conseil, si on n'a pas cette culture du réseau sportif, si on n'a pas, ça marche pas. Alors on va me dire, bah oui, mais justement, le projet n'a pas été plus loin. Oui, mais c'est des histoires financières. Ce ne sont pas que des histoires humaines. Il y a plein d'autres erreurs qui peuvent être faites de gestion, etc. Mais en tout cas, ce point-là était important pour moi. En tant que commercial B2B, là aussi, j'ai toujours eu besoin de renforcer, de consolider des liens humains,
d'avoir de l'empathie auprès des gens, que ce soit des collègues, que ce soit notamment par exemple des ADV, ou en tant que commercial itinérant, on a des attachés commerciaux sédentaires. On travaille vraiment main dans la main, donc ça a été très important à ce moment-là aussi pour que les gens puissent nous suivre. Je l'ai eu aussi dans la gestion des magasins et des épiceries américaines, puisque je formais, j'intégrais du personnel. Donc il a fallu aussi faire preuve là, à ce moment-là de ces qualités. Je l'ai eu dans mon projet en tant que salarié pour les protections auditives, puisque là encore, on fait de la formation dans les entreprises, des risques du bruit au travail. On fait de la prévention. On fait de la prise d'empreinte, donc on est au contact même de l'humain. Il faut développer beaucoup d'écoute. Voilà, pas blesser la personne. Est-ce qu'elle est claustrophobe? Est-ce que quand on prend l'empreinte, on bouche les deux oreilles, on n'en bouge qu'une? Quel temps il lui faut? Avec quelle délicatesse on manipule? Voilà, tout un tas de sujets où en fait j'avais la pression du chiffre, la pression du résultat, l'envie de la réussite, mais j'avais l'humain à côté. Voilà. Il y avait de l'humain, il y avait quelque chose de très important à ce niveau-là, et c'était même l'essence même du métier. Et puis, dans mon projet Politesse, la création de la marque, le nom veut tout dire déjà. Politesse, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le respect de l'environnement, le respect de l'humain, à travers des matériaux recyclés, éco-conçus et tout ce qui s'ensuit. Fabrication dans des ateliers solidaires, travailleurs en situation de handicap, des travailleurs en retour de longues maladies. Voilà. Donc il y a une dimension sociale, sociétale, environnementale dans ce projet-là. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas envie de gagner d'argent avec mes produits. Et puis ensuite, le projet B2B, marquage vestimentaire, etc., où mes deux premiers plus gros clients ont été finalement des gens avec qui j'avais consolidé des relations durables depuis des années et des années. Donc là encore, on peut dire que c'est le lien entre l'humain et le côté business qui a fonctionné. L'achat d'agence 2Print, c'est quand même une société que j'ai rachetée à un ami, qui était un donneur d'ordre pour ma partie vestimentaire. Donc là encore, on peut dire que c'est le lien d'avoir tissé une relation amicale avec cette personne, d'avoir été son prestataire qui fait qu'on s'est rapproché, qui fait que je me retrouve à la tête de cette entreprise. Donc en fait, à chaque fois, on peut miser sur cette qualité-là. Et je dirais que ça a été peut-être la clé pour moi de réussir à créer des relations sincères, sans perdre de vue évidemment mes objectifs, mais de le faire toujours avec bon sens. Et voilà, et ça, je crois que c'est un point hyper important. Et tu penses que même à plus grande échelle, c'est-à-dire que si demain tu te développes et tu es à la tête d'un groupe, etc., et même dans des entreprises qui existent actuellement, tu penses que c'est quand même valable d'avoir à juste équilibre les deux, ou tu penses que tu procéderais différemment? Parce qu'on peut se permettre de le faire quand on est, peut-être ou pas, je veux avoir ton avis là-dessus, quand on est à la taille d'une toute petite entreprise, puis PME, puis moyenne entreprise, puis très grande entreprise. Comment est-ce que justement tu penses que tu arriverais à le garder? Ou est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas l'un qui va plus basculer vers l'autre? Alors, je vais te dire ce que je pense avec la plus grande franchise qui me caractérise. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon, mais je pense que c'est pas est-ce qu'on peut garder, c'est on doit. Aujourd'hui, on désintéresse de plus en plus les gens du travail parce que le reste à vivre une fois qu'on a payé les charges fixes, il est nul, voire même il est négatif. On désintéresse les gens par le manque de reconnaissance, des managers, des grands patrons. On désintéresse les gens parce qu'on les isole socialement et qu'en réalité, il y a un fractionnement qui se produit entre les têtes de réseau qui brassent des millions, des milliards et le numéro 1, 2, 3, 4 qui est le salarié en fait, qui travaille d'arrache-pied dans un entrepôt ou dans une industrie pour produire et alimenter tout ça. Et donc du coup, on a fractionné ça et on voit le résultat. Des taux de chômage qui n'ont jamais été aussi élevés, des burn-out jamais aussi importants, des gens en dépression, des suicides aussi par milliers dans toutes les professions, y compris les métiers publics, la fonction publique. Il y a un vrai problème aujourd'hui, je pense, à ce niveau-là. Et selon moi, c'est pas on peut conserver cette dimension, c'est on doit le faire. Et moi, je pense quelque chose en fait. Il n'y a pas de leader sans suiveur. On lead rien
s'il n'y a personne pour suivre, on est seul. Et selon moi, c'est cette faculté à mettre l'humain au cœur des préoccupations qui fait que derrière, on aura le résultat, la culture du résultat qui s'installera et que cette symbiose-là existera et qu'on arrivera à faire quelque chose. J'en suis convaincu, intimement convaincu. Et tu penses que c'est, même avec une grosse croissance et avec des recrutements qui peuvent arriver en pagaille, etc., c'est quand même réalisable avec la pression des résultats, etc. Parce que malheureusement, on remarque que oui, c'est le cas, comme ce que tu as cité, beaucoup de burn-out, beaucoup d'arrêts maladie, taux de chômage qui explose, etc. Une vraie volonté des gens d'avoir un vrai bien-être au travail. Mais l'équilibre entre eux, quand même, il faut faire du chiffre, il faut grossir, etc. Ouais. Et qui, des fois, demande un petit peu de dépassement de soi, etc. Oui, mais alors tu sais, comme on dit aujourd'hui, il y a aussi des parts de responsabilité à redistribuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre la faute à l'employeur quand il se passe X scénario, mais on peut aussi mettre la responsabilité sur le dos du salarié quand il y a X scénario. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est pas tout noir ou tout blanc. On a des cas de figure différents, que ce soit dans des TPE, des PME, de très très grands groupes, dans des ETI, qu'importe. On a des cas de figure qui sont complètement différents. C'est-à-dire qu'en fait, même si demain, un président, directeur général de grande entreprise veut grossir, mais qu'il n'a pas cette faculté à avoir, lui directement, ou des managers ou des chefs d'équipe qui développent pour lui peut-être, que lui n'aura pas, mais développe à sa place l'empathie nécessaire, l'écoute, la bienveillance, etc. auprès des collaborateurs et des équipes, il n'aura personne pour le suivre et son projet, pour moi, capotera. Alors bien sûr, on a des contre-exemples, on a des mastodontes qui existent, dont on taira les noms, qui par leur puissance, leur force, leur budget, etc., arriveront, quoi qu'il arrive, et leurs process aussi arriveront toujours à remplacer les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, aucun de leurs collaborateurs, en quelque sorte, n'est indispensable. Ils ont processisé, ils ont automatisé tellement qu'au final, ils savent qu'en embauchant un collaborateur, ils ont déjà préparé son éventuelle sortie et son potentiel remplacement. Et donc du coup, ça les met à l'abri de toute cette notion-là. Mais ça, c'est des exemples, on peut le compter sur les doigts de nos deux mains. C'est-à-dire qu'en fait, des boîtes comme ça, il y en a peu. Mais je pense qu'à partir du moment où c'est des histoires humaines qui se sont fondées, moi, je pense qu'effectivement, que la boîte reste à taille humaine ou qu'elle se développe, qu'elle scale énormément. Je pense qu'à partir du moment où on met des gens dans certains pôles, à certains endroits, à certains niveaux, on arrive quand même à conserver ce lien avec l'humain. Mais par contre, effectivement, que ce soit des dirigeants, que ce soit des salariés, je veux dire, des gens qui se croient indispensables, il y en a plein les cimetières. On n'en manque pas. Ça, c'est vrai. Mais il faut faire la part des choses, encore une fois. Ouais, hyper intéressant. Tout à fait. Du coup, c'est à moi de choisir maintenant le sujet. Je vais te prendre le sujet numéro 1 qui, je trouve, on n'en parle pas assez et on en voit beaucoup dans d'autres podcasts qui parlent du fait de créer une entreprise, etc. Donc le premier sujet, c'est quelle est la difficulté principale lors d'une reprise d'entreprise ? Parce qu'on parle beaucoup de création d'entreprise, de devenir entrepreneur, etc. Mais pour toi, qu'est-ce qui différencie, par exemple, la difficulté entre créer une entreprise en partant de zéro versus reprendre une entreprise? Et je te dis ça, c'est un sujet qui me parle beaucoup puisque mon père a repris une entreprise aussi à 50 ans. Il a eu le courage de le faire dans l'industrie, dans le domaine de l'industrie et de la fourniture industrielle. Donc tout ce qui est petits équipements pour des services de maintenance dans les usines, etc. Et il était salarié toute sa vie et il a repris une entreprise. Et j'aimerais avoir ton avis justement là-dessus et je trouve qu'on n'en parle pas assez justement. Alors du coup, je pense que je vais faire attention à ce que je dis parce que tu connais le sujet. Mais l'entrepreneuriat, c'est une chose, le reprenariat, c'est, comme tu le dis, une autre. Créer une entreprise, généralement, ça naît d'une idée, d'une envie, d'une appétence. Ça, c'est le premier sujet. Reprendre une entreprise, cette notion d'appétence, cette notion d'attractivité du domaine d'activité de l'entreprise, etc., je pense qu'en fait, c'est partiel. Quand on reprend une société, on la reprend d'abord,
j'ai envie de dire pour deux raisons. Soit parce qu'elle est en faillite et on la prend pour la redresser, soit elle est rentable, mais on pense qu'on peut la développer. Je connais peu de chefs d'entreprise qui achètent une société pour la stabiliser comme elle est, parce que forcément, ils se rajoutent de la dette en l'acquérant. Et donc, du coup, il y a deux modèles. Hein. C'est soit, effectivement, elle est en faillite, on l'achète pas cher et on essaie juste de lui faire passer le step et qu'elle soit rentable. Ou alors, elle est déjà rentable, mais le fait de s'ajouter une charge en l'achetant, c'est pour la développer. Encore. Et donc, du coup, euh, pour moi, c'est deux métiers à part. J'ai eu la chance de vivre les deux. Et le point le plus compliqué, c'est d'abord de déterminer, de mon point de vue, grâce à quoi cette entreprise tient. Est-ce qu'elle tient par le porteur de projet? Est-ce que c'est le dirigeant qui porte la boîte? Est-ce qu'elle tient grâce à l'équipe? Auquel cas, elle a selon moi beaucoup plus de valeur. Est-ce qu'elle tient parce qu'elle est sur un marché de niche et elle est implantée depuis X années et entre guillemets c'est un référent sur son marché, elle est incontournable, elle est indispensable. Ouais. Ou est-ce qu'elle tient, et c'est le cas pour des startups notamment, parce qu'elle vit sur de la levée de fonds et qu'elle a des promesses. Voilà. Je pense que ça c'est le point le plus dur, c'est déjà de comprendre pourquoi elle tient, pourquoi elle existe, pourquoi elle tient et pourquoi elle a ces résultats-là. Ça c'est le premier point qui, à mon avis, quand on veut racheter une boîte, est à regarder. Voilà. Quel est le degré d'implication que va avoir le dirigeant, le repreneur dans cette boîte-là pour réussir à la maintenir et à la développer. C'est le point le plus important. Tu m'en as demandé qu'un, je t'en donne qu'un, mais j'en aurais plein d'autres si tu voulais. Et du coup, tu as un exemple concret justement par rapport à tout ce que tu viens de nous donner pour le cas de la reprise d'entreprise que tu as effectuée, toi justement, sans rentrer forcément peut-être dans les détails pour des raisons de confidentialité ou pas, mais globalement, quoi, justement, sur tous les points que tu as cités, toi justement, c'était lequel qui t'a, quand tu as trouvé, entre guillemets, ce qui la tenait, toi c'était quoi du coup en ton cas de figure? En fait, nous, si on parle d'agence to print, le cas est un petit peu différent, mais il s'inscrit quand même dans ces critères d'analyse. Simplement, on en aurait parlé avant la reprise. J'aurais peut-être pas pu développer avec autant d'arguments tout ce que j'avance là. Parce que justement, je pense que, comme toujours, il faut vivre les choses pour les comprendre. C'est pas en lisant des livres, c'est pas en écoutant des influenceurs, etc., qu'on arrive à vraiment comprendre tout ça. C'est en le vivant et c'est souvent pas tout de suite qu'on le ressent, c'est souvent dans les mois ou les années qui suivent. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a racheté et encore aujourd'hui, en analysant les choses avec beaucoup de recul, je m'aperçois de petits leviers, de petits indicateurs qui m'auraient peut-être fait prendre des postures différentes dans certaines situations. Non pas de racheter ou de ne pas racheter, mais dans la manière peut-être de structurer, de développer ou d'établir le prévisionnel suite au rachat. Voilà. En l'occurrence, on a racheté nous une entreprise qui, je pense, tenait parce qu'on avait un dirigeant terrain. Voilà. C'était un dirigeant terrain au contact des clients, empathique, touche à tout, artisan dans l'âme. Dans l'opérationnel? Dans l'opérationnel à fond. Et je pense que comme on est une entreprise malgré tout, où on vend du produit, mais on vend un produit qui rend service, où on est souvent dans le travail, dans l'urgence, dans le travail de proximité, c'est des marchés relativement locaux. Cette proximité avec le dirigeant fait que l'entreprise tient et qu'on a toujours quelque chose à vendre à droite, à gauche pour faire le chiffre qu'il faut pour payer la structure et pour réussir à s'en sortir. Maintenant, faire une entreprise valorisable, vendable, où on puisse générer des bénéfices, structurer, développer, s'attaquer à d'autres marchés, c'est une autre paire de manches dans ce marché-là. C'est très concurrentiel. C'est, comme on l'a dit, un marché relativement local, donc zone de chalandise qui se limite à l'endroit où on est implanté, Beaune, 24 000 habitants, ou 23 ou 25, je ne sais pas précisément, on est dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, nous, on s'étend sur le secteur dijonnais, on a même signé quelques contrats avec des sièges sur Paris, nationaux, etc. Mais
À la base de la base, voilà, moi j'ai été confronté à ce problème de dire, bon, ok, j'arrive avec mon réseau, mais ce que je reprends, ça tient du réseau de l'ancien dirigeant. Donc comment on va réussir à le convertir, à faire la bascule? On a deux personnalités complètement différentes, on a deux visions d'entreprise complètement différentes, on est animé par des choses différentes, on a une manière de manager différente, on n'est pas du tout pareil. Et c'est là où j'ai rencontré la difficulté et c'est là où j'ai dû mettre le doigt sur les bonnes choses au bon moment. Et je le rappelle quand même, j'ai un investisseur au passage qui n'a pas été au bout du Mm. projet. Donc ça a en plus changé un petit peu la donne. Avec le recul, je suis très satisfait que ça se soit fait comme ça, véritablement. Je pense qu'en fait, cette entrée au capital de l'investisseur n'était peut-être pas la meilleure solution. Donc avec le recul, je suis satisfait de ce point-là. Et puis après, comme tu l'as évoqué, pour des raisons de confidentialité, je n'évoquerai pas certains points découverts ensuite ou voilà, sur lesquels j'ai dû travailler plus que prévu. Mais voilà, moi j'ai eu cette problématique-là. Et la deuxième quand même problématique que j'ai eue, on parlait des équipes. On disait qu'il fallait déterminer si l'entreprise tenait grâce aux dirigeants, grâce aux équipes, etc. Bah, c'est très simple, moi il n'y avait pas d'équipe. Il y avait des salariés, mais au moment de la reprise, il n'y avait aucun salarié conservé. Voilà. Non pas qu'il ne voulait pas être conservé, mais que chacun avait décidé de passer la porte pour diverses raisons, pour d'autres projets. Il y avait des contrats d'alternance qui s'arrêtaient, etc. Donc en fait, j'ai acheté un portefeuille client, j'ai acheté des machines et j'ai acheté un nom en local qui vivait en grande partie grâce aux porteurs du projet. Donc c'était un vrai challenge. Voilà mes deux difficultés. Pas d'équipe et une entreprise qui tenait par la présence de son porteur de projet. Toi, tu as dû reprendre toutes les bases pour pouvoir justement avoir un minimum pour ne pas être justement dans le cas de figure dans lequel le dirigeant d'avant était finalement. Les 6 premiers mois, en fait, ont été un travail de fond où clairement on a tiré une croix sur les profits et on s'est penché essentiellement sur les process. On a mis en place un outil de gestion des flux de production qui aujourd'hui dans une entreprise comme la nôtre est carrément lunaire. C'est-à-dire qu'en fait on est capable d'absorber 15, 20, 30 fois notre chiffre d'affaires avec les outils informatiques qu'on a mis en place aujourd'hui. Alors, il manquerait des ressources humaines, bien évidemment. On ne peut pas demander l'impossible. Mais par contre, en termes de process, en termes d'outils, en termes de pricing, en termes d'envoi de sous-traitance, l'identification de nos partenaires, etc., on est calé. Et ça, aujourd'hui, ça fait notre force, ça fait la valeur de l'entreprise. Et maintenant, elle demande qu'à accélérer. Elle a accéléré, hein, 70% de chiffres en plus en 2024. Donc, on peut se réjouir de ça, mais il n'y en a jamais assez. C'est-à-dire qu'une entreprise rachetée, il faut la rembourser. Donc, les premières années, on travaille pour rembourser d'abord le rachat. Ouais. Donc, les deux problématiques sont les miennes dans ce cas de figure-là et ce projet-là, puisqu'on parle là d'agence to print et on se trouve chez agence to print, sont ceux-là. Très intéressant. On va passer à un autre sujet maintenant. Donc là, on a évoqué le sujet 5, on a évoqué le sujet numéro 1. Du coup, je te laisse choisir un autre sujet. On a pris le 1, le 5, on va prendre le 6. Le 6. Quelle a été pour toi la plus grande leçon que t'a donné ton parcours sportif, j'aimerais qu'on revienne dessus, et que tu as pu développer, transmettre à travers ton parcours de vie de manière générale, que ce soit personnel et professionnel? C'est vaste. Déjà, si tu peux commencer par expliquer un petit peu aussi ton parcours sportif, c'est vrai que tu as Ouais. aussi toute une vie, j'ai envie de dire, tu as un Une peu vie trop, sportive. ouais, t'as un peu trois vies. Tu as une vie pro, une vie perso, enfin une vie perso, une vie pro et une vie sportive aussi. Donc, Oui. Alors après, je pense que c'est un équilibre. Si tu veux, c'est un équilibre de vie. Je ne peux pas vivre sans entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, je ne peux pas le vivre sans sport et vice-versa. Enfin, c'est tout un équilibre. Ma vie privée aussi constitue mon équilibre, mes repères. Je suis quelqu'un avec énormément d'idées. J'ai la tête qui déborde d'idées, de projets. Et c'est toujours bon d'avoir ces repères quand même pour ne pas se perdre dans tout ça. Et sportivement, effectivement, donc j'ai démarré très tôt. Je n'ai plus l'âge en tête, mais aux alentours de 9 ans ou 10 ans. Le VTT, cross-country, distance
olympique. Donc c'est l'épreuve de VTT cross-country qu'on voit au JO. Hein. C'est des efforts d'1h20 à 2h grand maximum. À l'époque, les formats étaient un petit peu plus longs. Et je suis venu à ce sport parce que mon frère m'a entraîné dedans. J'ai 3 grands frères. Et j'en ai un qui pratiquait énormément le VTT. Et en fait, j'étais à la recherche d'un sport et il m'a embarqué là-dedans. J'ai fait 13 ou 14 saisons Ok. à Depuis tes raison. 9 ans. Voilà, j'ai commencé à cet âge-là et jusqu'à 23, 24 ans, j'ai fait des saisons tous les ans. Entre 4-5 courses les premières années, jusqu'à 20-25 courses par an sur les pics Ouais, les pics de d'été. pratique avec les championnats départementaux, régionaux, nationaux. J'ai participé une fois au championnat de France élite avec les professionnels. Donc clairement, je visais pas une place devant, mais j'étais déjà très heureux d'être au départ. Et en fait, ce que m'a appris ce parcours sur les années vélo, puisque après ça, je suis parti sur le triathlon, Ok. T'as longue commencé quand le distance. triathlon? Mon premier en 2016. D'accord. J'ai fait un triathlon XS, donc la distance la plus courte, pour aller m'essayer. C'était Pour la combien petite anecdote, j'étais le seul à nager uniquement la brasse au départ de ce triathlon. C'était 700 mètres de natation de mémoire, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. D'accord. Et c'était au lac des Sétons, Oui. donc en Bourgogne, dans le Morvan. Et j'ai voulu tester le triathlon parce que j'avais fait le tour de la question sur le vélo. Je pensais avoir atteint mon meilleur niveau avec les moyens que j'avais à ce moment-là, le temps disponible, etc. Et j'étais lassé un petit peu de cet effort. J'avais besoin de découvrir autre chose, donc j'ai testé le triathlon courte distance. Et en fait, j'ai adoré et tout de suite, encore une fois, avec cette culture du défi et de voir toujours plus, je me suis dit, bon, bah maintenant, je vais faire du triathlon longue distance. Objectif Alpha Ironman. Donc, un Alpha Ironman, pour rappel, c'est la moitié d'un Ironman, à savoir 1 km 900 de natation, 90 km de vélo et 21 km, pardon, un semi-marathon de course à pied. Donc, ça, c'était mon deuxième triathlon. J'ai fait un triathlon très court pour essayer. Je ne savais pas nager le crawl ni rien. Et hop, je me suis inscrit tout de suite sur un Alpha Ironman à Aix-en-Provence et j'ai terminé plutôt avec succès cette course dans le milieu de classement ou même le premier tiers, je ne sais plus précisément. Et j'ai adoré l'épreuve, l'effort, j'ai adoré tout ça. Hop, et tout de suite j'ai visé encore plus et je me suis inscrit du coup en 2019 à l'Ironman de Nice que j'ai terminé là aussi avec succès sur 13 heures et quelques d'efforts. Ah oui. En alerte rouge canicule, 40 degrés. C'était assez éprouvant, mais voilà, j'ai réussi. Et donc, du coup, euh, tout ce parcours-là m'a fait prendre conscience de différentes choses. C'est que déjà, il n'y a pas de résultat sans travail. Ça, c'est la première chose. Le hasard, la chance, Surtout ça, dans les sports comme ça, ça se tu peux provoque. pas te cacher. Tu peux pas te cacher. C'est un sport individuel. Tu es livré à toi-même. C'est un sport à l'usure, physique, mentale. Et si le volume d'entraînement préalable n'a pas été exécuté, il y a peu de chances de pouvoir aller au bout, ou en tout cas pas dans de belles conditions. Voilà. Donc ça m'a appris ça, le VTT pendant 13 saisons à peu près. Ben, ça m'a poussé dans mes retranchements parce que c'est des efforts très violents. C'est des efforts avec des 180-190 pulsations cardiaques de moyenne sur 1h30, c'est extrêmement violent. Les muscles qui brûlent, l'épreuve peut être sous un plein de cagnards, ça peut être à l'inverse dans la boue. Il faut faire des stages, il faut rouler, il faut ces 5-6 entraînements par semaine, par tous les temps, quoi qu'il arrive. Et avec l'école à côté, puis après le travail à côté, c'est quelque chose qui demande de la rigueur, qui demande de la constance, qui demande un dépassement de soi et qui demande aussi de prendre conscience quand ça ne va pas, dans les périodes de fatigue, dans les périodes d'échec, mauvais résultat, une chute, un grain de sable dans l'engrenage, que ce n'est que passager. Et ça, dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie privée aussi, grâce à ce que j'ai appris à travers le sport, j'arrive à prendre le recul et à me dire ça ira mieux demain.
ça ira mieux après-demain. Oui, Ça ira mieux dans 3, 4, 5 ouais. jours. Et en fait, ce n'est que passager. La vie, elle est cyclique dans tous les cas. Et le business, il est pareil. C'est-à-dire qu'une entreprise qui nous dit qu'elle est là-haut tout le temps, je peine à le croire. Pour moi, une entreprise a des hauts, des bas, que ce soit en trésorerie, que ce soit au niveau de son personnel, que ce soit au niveau de ses marchés, que ce soit au niveau de ses clients, que ce soit au niveau de plein de choses. La réglementation aujourd'hui, la fiscalité qui bouge. Voilà. Et en fait, ça m'a permis, je pense, de voir les choses différemment sur tous les sujets, de me dire, ok, bah demain sera un jour meilleur. Et on va retourner au travail. Et on va y aller d'une manière encore plus intelligente. Et on va travailler encore plus dur. Mais on aura le résultat au bout, puisque de toute façon, il n'y a que le travail qui paye. En quelque sorte, est-ce que c'est aussi le fait de, par exemple, quand tu as des, comme tu dis, quand c'est cyclique, tu as des gros moments où tu peux avoir certaines réussites, avoir certains accomplissements finalement, et aussi avoir des échecs. Est-ce que justement ça t'a permis de gérer et de ne pas trop, ce qu'on dit beaucoup des fois, souvent quand on a une déception, ça peut être amoureuse, professionnelle, etc., à surenchérir, à surapprendre, ce qu'on appelle à surcompenser son échec, à dire bah, ah, vraiment le vivre de manière décuplée. Et pareil, quand on a des réussites, etc., être en extase, en euphorie pendant assez longtemps. Est-ce que justement, toi, avec l'expérience et à travers notamment le sport, etc., en te disant demain ça ira mieux, à lisser un petit peu finalement ce truc pour rester justement constant, comme tu dis Non. Ouais, La réponse est non, parce que un entrepreneur, ça reste quelqu'un qui vit les choses. Et pourquoi se priver d'un ascenseur émotionnel? Puisque c'est si excitant finalement. C'est ça qui nous fait tu vivre. serais pas addict à ça, toi, un peu justement? Si. Et je recherche ça au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, je vais parler de manière très vulgaire, on aime se mettre dans la merde, en quelque sorte. On aime ces situations qui nous challengent. Où tu te dis, ouais, demain, il me reste quelques mois de cash seulement, il me reste des fois quelques semaines, C'est ça. quelques Est-ce jours. que ce contrat, on va le signer? Est-ce que finalement mon collaborateur va rester? Est-ce que ma trésorerie va me permettre de passer ce cap-là? Est-ce que mon investissement va être rentable? Est-ce que demain, si je faisais pas le choix d'enlever ce flux-là chez moi, etc., on ne trouverait pas finalement une meilleure rentabilité? Est-ce que c'est un questionnement perpétuel? Et c'est ça qui est excitant. Et c'est cette adrénaline qu'on va chercher, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business. Et quand on me dit, mais dans les périodes de fatigue, il y en a. Mais Clément, mais pourquoi s'infliger tout ça avec ce que tu sais faire, avec les opportunités que tu as, avec les mains qu'on te tend, etc. Pourquoi ne pas aller chercher un gros poste en tant que salarié dans une entreprise, mais en conservant tes 5 semaines de congés payés, en dormant la nuit, en ayant à coup sûr X euros qui tombent à la fin du mois? La réponse, c'est bah, c'est pas moi, je vais m'embêter en fait. Ouais. J'ai besoin de cette adrénaline. Et un entrepreneur, comme tu peux l'être aussi, ressent ce côté-là. On en a besoin. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu pourrais rester une semaine chez toi en vacances sans allumer ton ordinateur, sans ouvrir ta boîte Ouais, mail ou un réseau social pour suivre l'activité et le business? Ouais, c'est C'est compliqué. une passion. Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est une passion, on vit ça, voilà. Et tu parlais de la vie amoureuse, tu parlais de tout ça, c'est la même chose quand tu disputes ton fils parce qu'il vient de faire une connerie à la maison, parce qu'il écoute rien et qu'il est diabolique. Bah, tu vas le mettre au lit, sans le câlin, sans le bisou, tu as ce petit poids au fond de toi, et c'est pour mieux se retrouver le lendemain matin. C'est que le câlin du lendemain matin sera encore plus fort. Et bah, c'est la même chose en fait dans le business. Pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu fais un mauvais mois, le premier du mois qui suit, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle opportunité d'aller faire plus, d'aller faire mieux, et c'est une nouvelle chance en fait. Donc, moi, la réponse à ta question serait non, en fait. Et je pense qu'on a besoin de ces pics d'émotion. On a besoin d'être au plus profond du trou pour savourer les moments où on est au plus haut de la montagne. Et ça, faut pas m'enlever ça. Et J'ai besoin de ça. tu penses que tu as, ou tu as déjà connu, ou tu penses qu'il y a justement des entrepreneurs ou des personnes comme ça qui pensent l'inverse, tu vois? Tu sais, qui justement restent assez, ou alors de visu, et quand tu les côtoies au quotidien, sont justement assez froids, j'ai envie de dire, vis-à-vis de leurs émotions et du truc, et qui sont très focalisés sur leur vision, leur truc, et qui restent. Placide. Ouais, J'en exactement. connais. C'est une façade. Euh, En réalité, je pense
toute humilité gardée, je pense que ces entrepreneurs-là ont juste une manière de s'exprimer, une personnalité tout simplement différente, mais Ouais. qu'au fond, ils vont chercher les mêmes choses que nous. Mm. Sinon, pourquoi ils le feraient? Mm. Pourquoi seraient-ils entrepreneurs si finalement, ils ont une appétence pour une vie de confort? Ouais. Soit c'est par obligation, je peine à le croire, je connais peu d'entrepreneurs qui entreprennent par obligation. On n'est pas obligé d'entreprendre, c'est faux. Ouais. Personne ne nous met une épée de Damoclès pour nous forcer à entreprendre, loin de là. On a plutôt tendance à nous demander d'arrêter d'entreprendre Ouais, pour souvent. profiter de nous, pour nous préserver aussi. Mais on ne nous oblige pas à entreprendre. Donc Ouais, je c'est pense vrai. qu'un entrepreneur, même s'il ne partage pas ses émotions, en tout cas avec nous, avec ses clients, avec ses employés, etc., bah, j'ose espérer quand même pour lui qu'il les partage quelque part avec quelqu'un. Je pense que c'est très important. Ouais, sinon, c'est très dur de Sinon, pas... c'est très dur. Et malgré ça, ses émotions, il les vit sûrement, mais de manière différente. Après, il y a effectivement des profils d'entrepreneurs différents, tu le sais très bien. C'est d'ailleurs ce qui fait souvent une association. On en parle partout. On dit que dans une association, il faut toujours un profil très entrepreneur, créatif, imaginatif, commercial, commerçant, communicant. Et qu'en face, il faut un entrepreneur qui finalement n'est pas vraiment un entrepreneur au sens propre du terme, mais un gestionnaire. Une sorte de force tranquille, un petit force peu. tranquille. Quelqu'un qui est, qui est là Quelqu'un pour qui calcule, tempérer, qui calcule, tempère, qui dose, qui maîtrise, analyse, qui analyse, et qui justement vient faire cette balance et équilibre pour que le duo et le projet fonctionnent. Voilà. Quand on est seul à la tête d'une boîte et qu'on est un profil créatif, entrepreneur, etc., bah, on a deux possibilités. C'est soit effectivement on s'offre du conseil, du partage et on n'hésite pas à prendre de l'info, à partager les problématiques, bien les entouré. soucis et à s'entourer. Voilà. des experts comptables, Ou alors on avocats, prend des collaborateurs qui savent le faire pour nous. et qui à plusieurs arrivent à justement. Et qui à plusieurs arrivent à maîtriser ça. Ou bien un cadre, un manager, un bras droit qui vient tempérer un petit peu, dire ouais mais attendez, là vous avez une excellente idée, mais par contre en fait celle-là elle est un peu lunaire et on va peut-être la garder pour plus tard. Mais là à l'instant T, on a d'abord ça à gérer, voilà ce dont on a besoin et voilà quelles ressources on a pour le faire et peut-être que, voilà. Mais un entrepreneur au sens propre du terme reste un entrepreneur, j'en suis persuadé. Finalement, c'est un peu lié à tout le côté sportif et on peut faire des beaux parallèles avec ça parce que quand tu regardes un sportif, il s'entraîne tellement dur. Quand on regarde, moi c'est un exemple que j'adore, les JO. Les personnes qui s'entraînent des fois toute leur vie et toute leur carrière pour, notamment ceux qui courent par exemple le sprint. Quelques secondes. Pour le sprint, Ouais. quand tu regardes les épreuves de sprint. Incroyable. Pour être champion olympique ou même champion du monde, Ouais. c'est des personnes qui s'entraînent toute leur vie, qui dédient leur âme, leur corps, leur tout. Pour des centièmes. Pour des centièmes. Et pour si peu. Et c'est vrai qu'on se dit, mais personne ne les a obligés à devenir finalement aussi sportifs de haut niveau. Personne ne les oblige à se lever le matin pour aller s'entraîner à 6 h du mat dans le froid pour aller courir, etc. C'est vrai que c'est des beaux parallèles aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et quand tu remarques, enfin moi personnellement, de tous les entrepreneurs que j'ai reçus sur mon podcast ou que j'ai côtoyé à un moment donné, il n'y en a aucun qui n'a pas pratiqué ou ne pratique pas de sport. Et de manière assez intense quand même. Ça peut être plein de types de sports, hein. Ça peut être la course à pied, ça peut être même de la marche, des choses comme ça. Mais pour tous ceux que j'ai rencontrés, à un moment donné, il y a une pratique sportive qui s'inscrit quand même dans le quotidien, etc. Et quand même cette petite recherche de, même dans le sport, à vouloir se mettre un peu des fois, pas dans le mal j'ai envie de dire, mais à chercher un peu dans le défi. Même à petite échelle. Mais je vais te poser une question par rapport à ça, en réalité. Est-ce qu'on le devient? Est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui fait le sportif qui fait l'entrepreneur? Ou est-ce qu'on est tout simplement comme ça en fait? Bon, pour moi, c'est inné. C'est un caractère, c'est lié à notre caractère de naissance, c'est lié à notre éducation. Moi, j'ai une culture et je remercie très sincèrement mes parents. C'est-à-dire qu'en fait, mes parents étaient ouvriers, ils sont retraités tous les deux aujourd'hui. Mon père a travaillé dans le bâtiment, il a travaillé dur, il a travaillé les week-ends, il a travaillé les soirs, il a fait des déplacements, il a fait des heures supplémentaires. Ma maman a fait des petits boulots à l'époque, puis après elle a été assistante maternelle pendant 30 ou 40 ans. Voilà, et ils nous ont toujours inculqué les valeurs du travail.
parce que de toute manière, c'était en galérant qu'on obtiendrait un jour quelque chose. Ils ne roulaient pas sur l'or à l'époque, alors au fil des années, quand on a grandi, ça allait bien mieux pour eux, leur situation évidemment s'est améliorée, ils ont évolué dans leur carrière, ils sont restés très professionnels, etc. Et donc ils ont pu nous apporter vraiment tout ce dont on avait besoin. On a peut-être eu moins que d'autres à certains moments, mais on a eu bien assez et parfois trop. Mais une chose qu'on a eue en abondance, c'est une éducation, et ça c'est certain, et ils nous ont inculqué des vraies valeurs. Et j'ai 3 grands frères, c'est 3 bosseurs. On est bosseurs. Vous est êtes 4, vous travailleurs. étiez 4 dans la fratrie. On est 4, je suis le 4 plus garçons. jeune, mes grands frères sont bien plus âgés que moi, on a quand même de l'écart. Mon plus grand frère est gendarme, il est gradé, il commande un escadron, il commande des hommes sur le terrain. J'en ai un autre qui a fait de la cuisine, mais lui aussi, il a voulu performer. Il a fait une grande école de traiteur à Paris et aujourd'hui, il travaille dans un très bel établissement en Alsace. Il a eu un parcours très riche dans la cuisine. Et puis, un autre frère qui, lui, a eu un parcours un peu plus linéaire de comptable dans un cabinet d'expertise, etc. Mais quelque part, on a retrouvé quand même son ADN. Il est aujourd'hui entrepreneur. Il a une société qui développe des solutions de gestion informatique pour les entreprises sur mesure. Génial. Avec la vision comptable, la vision informatique, 100% autodidacte. Et aujourd'hui, il est développeur, il code, il fait des choses incroyables pour de très belles entreprises. Et il a tout appris tout seul dans les livres, en se formant, en prenant des tutoriels, des vidéos, en essayant, en développant, en achetant des licences, etc., etc. Et donc, en fait, c'est pas un hasard. C'est pour ça que je te dis qu'à mon avis, c'est pas l'entrepreneur qui fait le sportif ou vice-versa. Pour moi, c'est une question de on est comment, on est élevé où et on est éduqué de quelle manière. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait qu'on a une culture de la performance ou pas. Et ensuite, tu disais, mais marrant, les entrepreneurs que je connais, même quand ils vont dans le sport, que ce soit la marche, que ce soit ils y vont toujours un peu avec du défi, ils y vont toujours à fond. Oui, parce qu'en fait, on a compris que si on faisait les choses à moitié, ça ne marchait pas. Si un entrepreneur se lève le matin et il y croit à moitié, si un entrepreneur manage son équipe mais il y pense qu'à moitié, s'il met des responsabilités à quelqu'un mais qu'il a confiance qu'à moitié, s'il s'attaque à un marché et qu'il y croit qu'à moitié, s'il monte un projet, une offre, un produit, que sais-je, mais qu'il n'est pas sûr, ça marche pas. Le à moitié, ça marche pas. C'est à fond ou rien. Et moi, j'ai ce problème-là, tu vois, c'est-à-dire que c'est très psychologique. Je suis un passionné de sport mécanique, automobile, moto. J'ai un petit rêve au fond de moi qui serait de faire le Dakar un jour en moto. Ça me paraît presque inaccessible par la difficulté, par les budgets, par le temps qu'il faut y allouer, par le nombre de places qui est limité, la dangerosité, etc. Mais ça me challenge, ça me titille, ça pétille en moi. J'ai commencé un petit peu à faire de l'enduro, à faire un petit peu de moto comme ça pour le plaisir. Mais j'ai jamais été vraiment plus loin. Pourquoi ? Parce que j'étais pas dans les meilleurs, j'avais tout le travail à refaire, mais que j'avais pas le temps de le faire parce que la vie de papa, d'entrepreneur, etc. Et donc du coup, j'ai fait le choix de mettre en stand-by pour le moment parce que c'est tout ou rien. C'est soit j'y vais franco, j'y alloue du temps, de l'énergie et je vais me retrouver dans les bons, pas dans les excellents parce qu'on ne revient pas en arrière 20 ans. Mais en tout cas, j'acquiers un niveau qui me permet de faire des courses comme ça, ou je n'y vais pas. Mais on ne sait pas faire à moitié. En tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas. Parfois, c'est dur même, psychologiquement, c'est fatigant de se mettre toujours la barrière. À vouloir faire tout de suite Toujours performer. Ouais. Fatigant parfois. Ouais, c'est pour ça que ce côté un peu sportif, il est quand même. Puis c'est au-delà de l'aspect performance, c'est quand même hyper important psychologiquement pour pouvoir être bon sur la durée, pouvoir tenir et pouvoir avoir des échappatoires justement pour absorber tous les cycles. Tous les cycles de vie, entrepreneur ou pas, hein, Oui. On a tous des cycles de vie, des épreuves. La vie n'est, je pense, pas facile, sans vouloir être péjoratif. Et on développe tous des facultés à notre manière. Tout le monde est différent, mais en tout cas, voilà, ça c'est la mienne. Et celle de bon nombre de chefs d'entreprise que je côtoie quand même au quotidien. On a aujourd'hui 1200 clients avec Agence 2Print. Je suis aussi actif dans des réseaux de clubs affaires, etc. J'ai des projets d'ailleurs en cours à ce sujet-là. J'ai la chance de côtoyer, d'avoir déjà croisé énormément de chefs d'entreprise et je vais toujours chercher un peu ces échanges
je me rends compte qu'on est globalement à peu près alignés quand même Mais sur plein de choses. sur beaucoup de choses. Ouais. On va traiter je pense, un dernier sujet. Du coup, là, on a vu le sujet numéro 1, le 6, le 5 et... Ouais, le 6, le 5 et C'est ça. Ouais, c'est ça. Je te laisse choisir du coup entre tous ces sujets-là. Le 2, 3, 4. Ouais. Comme on a fait 5, 6, on va faire 1, 2. Je vais prendre le deuxième. Allez. C'est quoi pour toi la donnée principale, la data, à suivre en priorité numéro 1, peu importe ton business, peu importe le secteur d'activité? Si tu devais garder qu'une donnée. Facile. La santé mentale des équipes. Ok. Voilà, clairement. Je n'ai pas à réfléchir là-dessus. L'équipe, c'est le moteur. Sans équipe, pas de prod, pas de qualité, pas de service client, rien. Et sans santé mentale, pas de performance intrinsèque des collaborateurs, pas de résultat sur la boîte. Donc ça, c'est clair et net. Et comment tu arrives justement à, pas forcément en traquant cette donnée-là, mais à toi... Feedback. Tous les jours. Tu as des choses justement concrètes que tu peux nous partager, que toi tu fais avec tes équipes Non, c'est pas du concret, c'est du feeling. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les projets où j'ai eu à me soucier de ça, et où j'ai encore à me soucier de ça, j'ai toujours une barrière entre mes équipes, collaborateurs ou collègues -1, etc. Où en fait, je me suis toujours dit, assure-toi que la personne soit bien dans sa tête, bien dans sa peau. Si elle ne l'est pas, essaie de comprendre si ça vient de ta boîte, de toi, ou si ça vient de sa vie privée. Si c'est lié à la boîte ou lié à toi, essaie de le travailler, essaie de développer quelque chose pour faire mieux. Ça peut être une attente qu'on n'a pas su apporter aux collaborateurs. Si ça ne s'aligne pas à ce qu'on peut lui donner, c'est les moments où il faut évoquer éventuellement de se séparer. Ça peut être aussi des fois la solution. Et puis si c'est dans nos cordes, si c'est quelque chose qu'on peut apporter, à ce moment-là, charge à nous de faire le boulot pour lui amener. De manière concrète, je vais te le dire, on recrute régulièrement des profils pour différents postes, missions, dans différents projets. Et en entretien, je pose toujours une question qui bouleverse un peu le candidat. Je lui dis, maintenant qu'on a fait l'entretien, etc., moi, je vais vous demander quel élément clé je dois être capable de vous apporter pour que vous vous sentiez bien dans mon entreprise. Et là, souvent, les gens ne comprennent pas, en fait. C'est le monde à l'envers. Il est en train de me demander ce qu'il va devoir m'amener pour que je sois heureuse. Et là. Donc souvent, je suis obligé, et c'est un constat, je suis obligé de leur proposer différentes réponses pour commencer un petit peu à les inspirer. Est-ce que vous avez besoin de reconnaissance? Est-ce que vous avez besoin de tranquillité? Est-ce que vous avez besoin d'être toujours en équipe? Est-ce que vous avez besoin d'être tout le temps tout seul? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup d'événements en dehors des heures de travail pour vous sentir impliqué dans le projet, avoir l'amour du maillot? Ou à l'inverse, est-ce que votre demande, c'est de partir à 17h00 tous les soirs et que je respecte? Mais dites-moi comment, moi je vous ai demandé en fait comment vous étiez, j'essaie de comprendre qui vous êtes, et j'ai le choix de vous prendre ou de ne pas vous prendre pour m'apporter ce dont j'ai besoin et envie. Dites-moi ce que je peux faire pour vous rendre heureux, parce que si vous êtes heureux ou heureuse, vous m'apporterez forcément plus de satisfaction et de résultats dans l'entreprise que si vous ne l'êtes pas. Et tu as déjà eu des réponses un peu sur des trucs auxquels tu ne t'attendais pas justement? Non. À vrai dire, aujourd'hui, je pense qu'ils n'osent pas. Ouais. Voilà. Je pense qu'ils n'osent pas. Mais moi, je pose quand même la question parce que ça montre quand même un petit peu déjà le tempérament. Clairement, la personne qui ose qu'elle dise quelque chose auquel je m'attendais ou pas, ça montre qu'en tout cas, elle a été sincère. Voilà. Récemment, j'ai fait un entretien. La personne me dit moi, j'ai besoin d'écoute. Voilà. En fait, on le sait. Et on sait que cette personne-là, il va falloir peut-être une fois par semaine se prendre 5 minutes au détour d'un thé pour lui poser la question, tiens, comment ça va cette semaine, ça a été, qu'est-ce que vous avez prévu de beau ce week-end, ou comment s'est passé votre week-end, pour essayer de savoir, voilà, c'est de l'écoute. Et puis généralement, quand vous posez ça, ils amènent à se livrer un petit peu, le week-end là, il m'a fait du bien, et toi, vous étiez fatigué vendredi oui, on a quand même une semaine pas facile. Et là, j'amène le discours, l'échange. J'essaie de comprendre. Voilà. Je suis
même prêt à moduler des postes chez nous pour essayer de mettre les gens au bon endroit au bon moment en fonction de leur santé mentale, leur envie, leur ambition. Voilà, vraiment. Et donc ça, c'est un point important. Et puis, si tu me le permets, j'ajouterai 2 data, Ouais. parce que je pense elles vont ensemble. La santé mentale des équipes, celle du dirigeant aussi, quand même, important, savoir Ouais, prendre santé le mentale recul, de l'humain se finalement au préserver. sein de l'entreprise. Voilà. Le deuxième point, la trésorerie, Le cash. le cash. Pas de trésor, pas de business. Pas de trésor, pas de croissance. Euh, Quand tu n'as plus de cash, alors je le dis en toute humilité, hein, j'ai connu des périodes, encore récemment, sur certaines activités où effectivement la trésor était fragile, de par une croissance un peu trop rapide peut-être, de par un marché peut-être un peu plus Baissier, en ouais. tension, en concurrence, avec des marges à retravailler, etc. Qu'importe, il peut y avoir multiples raisons. Tu deviens agressif. Tu deviens agressif envers les clients qui tardent à payer et c'est pas bon. En fait, ça rompt des relations commerciales. Mais t'as pas le choix parce que malgré tout, là, tu passes quand même avant le reste. C'est-à-dire que toi, quand ton banquier t'appelle et te dit bah, c'est quoi la projection là à 3 semaines et que tu vois que tu as la moitié du cash dont tu aurais besoin qui est indisponible parce qu'en fait, à cette heure-là, il est chez tes Et il est clients, stocké parce qu'il est chez le client. Ouais. tu as tendance à devenir un peu plus oppressant auprès de ton client et à froisser les relations commerciales. Donc c'est pour ça qu'en fait, nous, par exemple, chez nous, on a processisé nos ventes avec devis accepté égale facture d'acompte 50%, puis solde à la livraison. Et c'est pour tout le monde pareil, c'est ce qui nous permet de dire non, il n'y a pas du tout de discrimination entre un client A, B ou C. Ouais, entre C'est lui juste parce que machin. un process qui roule et si vous le respectez, en fait, à aucun moment il pourra exister une tension entre notre entreprise et la vôtre parce que tout le monde sait où on va, c'est très clair. Il n'y en a pas un qui va payer 30 jours, l'autre 45, l'autre Exactement. 70, 70, ouais. Mais la trésor, voilà, elle t'empêche de te développer, elle te met une charge mentale, elle met une charge mentale aux équipes aussi. Parce que du coup, tu es focus là-dessus, donc forcément, tu retranscris un petit peu, même si tu filtres de pression. Oui, pour leur dire allez, il faudrait peut-être Voilà. se bouger un peu, machin. Donc, c'est mauvais sur la santé mentale, donc, et tac, 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 tac. Voilà. Et puis, le troisième point, c'est le carnet de commandes. C'est la visibilité. Tu as une équipe qui a une bonne santé mentale. Tu as une trésorerie qui est bonne, ou en tout cas qui est contrôlée, maîtrisée. Et derrière ça, tu as un carnet de commandes avec la visibilité. Bah, tu as un climat de travail qui est extrêmement sain. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 indicateurs que moi, je contrôle de manière quotidienne. Ouais. Et la santé mentale, ouais, finalement, tu arrives quand même à... Ouais, toi, tu as des petits rituels justement pour venir dessus. Moi, je trouve ça intéressant. Au sein de la boîte, ça peut être de boire Déjà, un café, etc. je déjeune le midi avec mes collaborateurs au minimum 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Déjà, Au ça, sein de l'entreprise, ouais, directement. exactement. Ensuite, quand on connaît un peu les équipes, on sait dans quel mood ils sont le matin en arrivant, quel état d'esprit. On le voit aussi sur les performances. Quand on voit les performances qui sont un petit peu à la baisse, en règle générale, c'est pas inexpliqué. Il y a toujours une raison, perso ou pas, hein, et auquel cas je respecte et on n'est pas obligé de me le partager, mais au moins je sais. Et puis après, c'est l'échange perpétuel tous les jours au quotidien. Voilà, on parle un petit peu. Encore une fois, sans rompre la frontière vie perso, vie pro. Certains collaborateurs veulent rompre cette frontière un peu plus aisément que d'autres. Il faut s'adapter, il faut le comprendre, il faut l'écouter. Mais en tout cas, il faut rester vigilant par rapport à ça, mais rester chaque semaine à minimum sur un échange avec chacun des collaborateurs. On ne fait pas un entretien annuel toutes les semaines, hein. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, voilà, les petits rituels ne sont pas formalisés, c'est pas processisé. C'est du feeling, c'est de l'instinct et ça se ressent et je veille énormément à ça. Ok, super intéressant. Et c'est vrai que la trésor, beaucoup parlent de chiffre d'affaires. J'aime bien que tu en parles parce que on peut voir sur notamment, je pense à LinkedIn, je pense à plein de choses, à des émissions, etc. Oui, on a levé X millions, oui, on fait X millions de chiffre d'affaires l'année. Oui. Mais j'avais une prof de comptable que j'aimais beaucoup qui nous disait c'est très bien de faire du chiffre d'affaires, mais elle nous avait toujours pris l'exemple de vous pouvez avoir des sociétés qui font 150 millions de chiffre d'affaires, mais si à la fin il reste à peine 1 million de bénéfices alors que la boîte en fait 150 versus une société qui fait plusieurs centaines de billets, voire 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, mais qui en reste, il reste 100, 200 000 de résultats. Là, c'est pas du tout la même chose que
Bah, c'est pas le même modèle. Après, chaque entreprise est très différente. Une entreprise, on le dit, c'est une personne morale. C'est pas une Oui, personne c'est physique, mais c'est une une personne personne morale. morale qui C'est quelqu'un. existe à titre autre Et que le dirigeant, voilà. qui n'est pas lié Et intrinsèquement au en dirigeant. fait, en fait, tu as des personnalités physiques complètement différentes. Entre toi et moi, il y a des différences. Et puis, tu as des personnalités morales qui sont complètement différentes. Il n'y a pas une boîte qui fonctionne pareil. Elles ont toutes, pour moi, leur ADN. Elles ont toutes leur modèle économique. Elles ont toutes leur niveau de charge différent. Leurs équipes, leurs profils, elles dépendent énormément de l'humain, de leur marché, de leurs clients, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de facteurs. Mais en tout cas, je suis complètement aligné, ce serait idiot de ne pas l'être, sur le fait qu'il vaut mieux avoir une boîte qui fait que 1 million d'euros de chiffre d'affaires mais qui crache 300 000 de résultats et que tu fais ça avec 5 ou 6 personnes que d'avoir une boîte qui sort 15 millions mais qui perd 2 millions tous les ans, qui a plus de cash sur les comptes, qui vit sur de la dette, qui vit sur du découvert, qui paye de l'agio, qui vit sur des billets de trésorerie et qui finalement est dans un engrenage. Alors, si elle a une issue de sortie et qu'elle a une visibilité et un plan à moyen long terme, why not? C'est peut-être tout simplement une des étapes par lesquelles il faut passer. Mais par contre, s'il n'y a pas de roadmap, s'il n'y a pas d'issue et si tout ça n'est pas maîtrisé, qu'il n'y a pas de visibilité justement sur l'évolution de la trésor, le fameux carnet de commandes et la santé mentale des équipes qui périclitent, bah, pour moi, c'est là où il n'y a pas d'avenir. Et, mais effectivement, la trésor, bah, c'est le nerf de la guerre et tout bon chef d'entreprise le dira, sans trésor, pas de boulot. Voilà, tu as beau faire des croissances, des surperformances, scaler ta boîte. Moi, je crois en une chose, si tu me permets, et j'ai une référence récente, c'est Bernard Arnault. Oui, Monsieur Arnault disait très récemment, seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tendance, en fait, quand on est mort, à suivre un mouvement. L'automatisation, la digitalisation, la scalabilité des entreprises, par les rentabilités, par les croissances, par les levées de fonds. Et à contre-courant, il y a les poissons vivants qui remontent et qui, eux, vont dans le sens inverse de tout ce qui est en train de se passer et qui se disent, nous, on va consolider. Nous, on va construire un modèle sain. On va construire une entreprise avec des équipes fiables, avec des équipes qui ont une santé mentale qui est OK, avec des comptes qui sont maîtrisés, avec une croissance contrôlée, maîtrisée et qu'on peut supporter, avec peut-être un temps pour atteindre X millions d'euros de chiffre d'affaires qui va prendre 5-6 fois le temps. Mais par contre, quand on y arrivera, on y sera pour de vrai. On ne sera pas dans le paraître d'avoir ce chiffre d'affaires, mais toujours pas de rentabilité, plus de trésor, des équipes qui tournent, une image qui régresse parce que il se dit dans la presse, on en voit en ce moment, je ne citerai pas de nom, mais où les salariés sont maltraités, etc., etc. Voilà. Et donc en fait, bah, moi personnellement, j'aime beaucoup cette phrase de Bernard Arnault parce que je m'y identifie. C'est-à-dire qu'en fait, je préfère être un peu à l'ancienne et un peu vieillot dans ma manière de penser, bien que je n'ai que 33 ans, mais essayer de construire des choses un petit peu plus consolidées, établies, processisées, etc. Ce qu'on a fait ici notamment avec des process de gestion de commandes, des outils, que de dire ok, on va courir partout, on va prendre, on va grossir, on va faire du chiffre, on va etc. Et puis qu'en réalité, bah, on suive juste le courant. Puis qu'à la fin, il reste pas grand-chose finalement. Qu'à la fin, il reste rien parce qu'en fait, tu sais, quand tu suis le courant, tu es dans une tendance. Donc, du coup, une tendance, t'es quoi? Tu es dans un effet de mode et la mode, elle est cyclique, elle passe, elle va, elle vient. Donc, en fait, pour moi, c'est des visions à très court terme. Donc, il y en a qui ont réussi dans la crypto-monnaie, dans la digitalisation, dans tout ce qu'on veut. Et chapeau, bravo à eux. Ils ont su aller vite, bien, arrêter peut-être au bon moment, vendre quand il fallait, etc. Mais aujourd'hui, quand tu es autodidacte, quand tu pars de zéro, etc., il y a aussi des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est les repères, les valeurs sûres et les choses qui fonctionnent et qui ont déjà fait leurs preuves. Et j'essaie beaucoup d'écouter les dirigeants beaucoup plus âgés que moi et d'en tirer les leçons parce qu'en fait, ils ont un recul sur tout ça qui est selon moi beaucoup plus sain. Voilà. Donc ça, c'est ma petite parenthèse. Hyper intéressant. Clément, j'ai une dernière question pour terminer sur cet échange. Quel serait l'invité que tu aimerais voir sur ce podcast et qui t'inspire, etc., que tu as dans ton réseau et que tu aimerais voir justement à cette caméra? J'en aurais beaucoup. Tu peux m'en citer un ou deux d'ailleurs. Si on parle en local, ouais. J'aurais tendance à citer Sébastien Aubry. D'accord. Sébastien Aubry, c'est un ami
que j'ai eu la chance de croiser à ma toute première société, donc mon fameux magasin de running lorsque Ok. j'avais 19 ans, qui lui à l'époque était en sortie d'un poste de chef des ventes ou directeur commercial chez BMW. Il a commencé au plus bas de l'échelle en tant que vendeur automobile, il a été gendarme, il a fait différents métiers. Et Sébastien, c'est quelqu'un qui, quand j'avais 19 ans, voulait déjà m'aider, me donnait des conseils, me dispensait des choses, des infos, m'a considéré comme un jeune futur entrepreneur à succès, et il me voyait comme ça. Il m'a fait partager des moments avec lui, que ce soit dans l'automobile, que ce soit sur des bateaux, que ce soit des choses comme ça. J'ai vécu de très bons moments avec lui. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour beaucoup de raisons. Et qui s'est fait tout seul, qui est parti de rien et qui a fondé de très très belles sociétés en local, mais qui a jamais oublié qui j'étais et qui il était et avec qui on est toujours en contact aujourd'hui et qui a suivi mon parcours, qui est aujourd'hui même client. Ok. Et je trouve ça assez fort. Et oui, il a beaucoup de choses à raconter. Il a un parcours varié, il est caméléon aussi. Il a entrepris dans des business différents, dans l'automobile, dans le médical. Aujourd'hui, il est dans le développement de logiciels spécialisés pour les magasins qui revendent du matériel médical. Donc, il développe un logiciel en mode SaaS. Enfin, voilà, il est dans des métiers complètement différents, mais c'est quelqu'un qui considère l'humain aussi. C'est quelqu'un qui n'oublie pas d'où il vient, qui n'oublie pas les gens qu'il a rencontrés à l'époque, qui a entrepris dans différents domaines. Et j'aime beaucoup Sébastien et ouais, je pense que voilà, alors, je sais pas s'il se plierait à l'exercice, Bien c'est sûr. pas forcément quelqu'un qui aime briller ou autre devant les caméras, mais ça pourrait être un bon profil. Ok. Super intéressant. Et d'ailleurs, tous les réseaux sociaux, bien évidemment, de Agence to Print, et puis bah, tout ce qui va être le site web, tes réseaux sociaux à toi, et puis également, tu as fait quelques passages télé, Oui, pareil, qu'on pourra mentionner, où tu rentres plus en détail sur le parcours justement de tes précédents oui, business, et notamment sur Politesse, oui, où tu avais fait quand même pas mal, tu m'avais montré des interviews, tout ça. On mettra tout ça dans les liens de la description YouTube, bien évidemment. Et puis bah, l'épisode, il est dispo sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer Podcast, sur toutes les plateformes de streaming audio sur YouTube bien évidemment. Et puis bah, écoutez, n'hésitez pas forcément à liker, vous abonner si ça vous a plu et à partager bien évidemment l'épisode. C'était un super échange avec toi, Clément. merci Merci, beaucoup Valentin. merci pour tout. Et puis bah, hâte de pouvoir potentiellement échanger avec ce nouvel invité également que tu m'as On partagé. lui en parlera. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.